Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Belle Entreprise. Créer son entreprise à partir d'une application est le rêve de nombreux jeunes et moins jeunes. Alors pour vous aider à concrétiser votre rêve, La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir Anne-Christelle Perrochon, la créatrice de BIM. Bonsoir. Bonjour Anne-Christelle. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que BIM ? BIM, c'est comme un assistant personnel qui va vous permettre d'avoir en permanence une table dans les meilleurs établissements, restaurants qui sont autour de vous. Donc c'est une application qui est basée sur la géolocalisation et l'instantanéité de l'expérience utilisateur. On va donc sélectionner les meilleures adresses en agrégeant des sources de référence et de qualité, puis libérer des tables dans ces établissements en leur mettant à disposition une interface qui leur permet à eux de revendre leurs annulations de dernière minute. D'où le côté binaire du système. Et enfin, vous pourrez payer votre addition dans l'application sans avoir à sortir votre carte bleue, donc à la fin de votre repas. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette application ? Je dirais que c'est avant tout une passion personnelle pour la technologie. J'ai toujours été à l'affût des nouvelles technologies, des nouveaux services. J'étais également passionnée par la gastronomie. Donc c'est finalement là où ces deux univers se rejoignent. Quand j'ai eu l'idée en 2014, les restaurants étaient vraiment au début de leur transformation digitale. Donc le timing était parfait. Je pense que quand on se lance, il faut savoir analyser le momentum, le fameux momentum. Et donc je me suis lancée avec une idée en tête, c'est de devenir une application globale qui résout un problème côté utilisateur comme côté restaurateur. Une fois qu'on a l'idée, après, comment vous vous êtes préparé à créer votre entreprise ? Alors, je dirais qu'il y a eu deux étapes dans ma préparation avant le lancement. La première, c'était une étape, je dirais, relativement personnelle. Dans mon cas, j'étais seule fondatrice. Donc, j'ai passé 1 an à vraiment étudier le marché, tester aussi le besoin en lançant un prototype. J'ai sondé grâce à Internet des milliers de personnes avec un Google Form pour aiguiller aussi la proposition de valeur. Et ça m'a permis d'avoir, je dirais, des conclusions qui m'ont vraiment été très utiles, qui m'ont confronté, qui m'ont prouvé d'abord... Conforté, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Qui m'ont prouvé que d'abord il y avait un marché global et qu'ensuite on était sur la bonne voie pour répondre à ce besoin. La deuxième étape a donc été celle de la création de l'expérience et du développement de la stratégie de lancement et ainsi que de la stratégie commerciale, puisque BIM repose aussi sur un business model basé sur un abonnement à la charge des restaurateurs qui est rentabilisé dès les premières tables qu'on lui apporte. Donc la deuxième phase a été une phase plus business, alors que la première phase était une phase, je dirais, plus marché, plus orientée vers le marché. Le modèle économique, c'est payant pour les restaurateurs, c'est ça le modèle ? C'est un abonnement à la charge des restaurateurs, ainsi qu'une commission sur chaque réservation. Malgré justement cette monétisation auprès des restaurateurs, ils trouvent une rentabilité dès la première table qu'on leur apporte, grâce tout simplement au fait qu'on est la seule solution à leur permettre de revendre leurs annulations de dernière minute. Donc c'est près de 20% de tables annulées à la dernière minute qui sont proposées à nos membres sur BIM, qui sont eux ravis de pouvoir au contraire les réserver en un clic. Vous avez une formation école de commerce, une application, il faut avoir des compétences de développeur. Est-ce que ça a été facile déjà de développer, de créer un prototype et comment vous avez fait ? Alors, effectivement, je n'avais aucune compétence dans le domaine du développement informatique, ni d'ailleurs aucun réseau. Et ça a été pour moi la principale difficulté au moment du lancement. On a, je pense, d'abord réussi à intéresser de très bons développeurs au début grâce au prototype. C'est vrai que sans rien, avec un PowerPoint, on peut vendre une idée, on peut plus facilement convaincre un investisseur, je pense, qu'un développeur. Donc ça a été le premier enjeu, ça a été d'avoir quelque chose de concret. Et puis, c'est le fruit aussi de beaucoup de recherches. Donc bien heureusement, LinkedIn permet d'accéder à différents profils. Mais il ne faut pas se décourager, il faut vraiment en contacter un certain nombre avant de trouver un bon fit humain aussi avec quelqu'un de bon techniquement. C'est-à-dire que vous étiez sur LinkedIn, vous regardiez les développeurs qui s'affichaient, ce qu'ils faisaient un petit peu, les CV et ainsi de suite, et vous avez fait un énorme casting
Voilà. Pour voir la personne qui allait correspondre à la fois en termes de compétences et d'une bonne combinaison humaine avec vous. Absolument, c'est exactement ça. Oui. Et avant, parce que ça a été pour développer l'application, mais avant le prototype, est-ce que vous aviez procédé de la même façon? Alors pour le prototype, je m'étais tournée vers une agence de développement. En cherchant sur Internet, on trouve facilement différentes agences. Ce qui m'avait donné confiance, ce sont les clients pour lesquels cette agence avait déjà travaillé. Donc je les ai trouvés, on a échangé à 2 ou 3 reprises. La clé, quand on confie un développement à une agence, c'est d'avoir un cahier des charges très précis. Parce qu'il est impossible de faire des allers-retours quotidiens. Donc il y a une clé, ça paraît vraiment évident, mais quand on pense une fonctionnalité, il faut penser son contraire. Et ça, il faut l'écrire dans le cahier des charges. C'est un peu comme dire à un artisan d'ouvrir une fenêtre, mais aussi de penser à la refermer. Si on ne l'écrit pas, finalement, le prototype ne fonctionne pas. Voilà. Donc il faut penser à ces petits détails qui n'en sont pas. Et puis il faut prendre du temps, enfin, c'est un investissement, mais c'est vrai que c'est important que ce soit à la fois le développeur ou l'agence, de vraiment trouver des personnes qui vont répondre à vos besoins et qui vont être ultra pro pour qu'après ça facilite le succès de l'application. Je dirais que dans les agences, en général, il y a une équipe de différents développeurs spécialisés dans différentes technologies. Je pense que c'est une bonne question à se poser au départ. C'est quelle est la technologie la plus pertinente. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a des langages de code qui sont sur le front, donc sur le mobile ou sur le web, et puis qui sont relatifs aux données, donc le back. Et dans le back, il y a différentes options possibles. Je pense qu'il est judicieux de demander conseil à des développeurs expérimentés avant de choisir un langage de programmation. À quoi, au-delà de ça, donc l'importance du codage, prendre son temps, et même si on n'a pas ces compétences, via le réseau, on a toujours des amis qui peuvent apporter quelques précieux conseils. Au-delà de ça, à quoi faut-il être vigilant lorsqu'on va créer son application? Alors, je pense qu'il y a 2 choses dans le fait de créer une application. Il y a le fait de lancer un business et il y a le fait de penser une expérience. Donc, sur la partie créer un business, on l'a déjà évoqué. Je pense qu'il est important de s'assurer de la taille de son marché, du timing de lancement et aussi de l'adéquation entre les ambitions et les ressources dont on dispose. En ce qui concerne le fait de créer une application, donc effectivement, c'est le reflet d'un besoin. Donc ça vient dans un second temps, après la réflexion sur le marché. Je pense que ce qui est primordial aujourd'hui, c'est de penser l'expérience comme, de penser l'expérience à partir du client. Je pense que c'est la seule finalité d'une application, c'est de répondre à un besoin utilisateur du mieux possible. Les choses évoluent très vite. C'est du bon sens, mais c'est vrai qu'il faut le rappeler, on se met à la place du client et on dit voilà comment j'aimerais que l'application fonctionne, les chemins, les services et ainsi de suite. C'est une évidence, mais c'est important de le rappeler parce que sans ça, l'application tombe à côté de sa cible. Oui, malheureusement. Et l'application, l'expérience utilisateur, la UX comme on l'appelle, il faut voir ça comme quelque chose c'est un être vivant. C'est-à-dire que on la change tous les jours, on va prendre en compte des feedbacks tous les jours pour l'améliorer et pour justement la rapprocher le plus possible de la satisfaction totale du client. Et comment vous avez juste procédé là-dessus sur l'expérience client? Vous aviez un panel et qui vous faisait remonter régulièrement leurs informations ou c'était dans la nature et puis vous voyez ce que les gens faisaient remonter comme commentaires? Est-ce que c'était formalisé? Je dirais, pour l'analyse et l'évolution de l'expérience utilisateur, il y a 3 éléments qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, il y a la vision et l'intuition des fondateurs. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose de déterminant, évidemment au départ, mais aussi au long du projet. Il est nécessaire, et parfois c'est un vrai dilemme, je dirais, de croire en sa vision, de la dérouler, tout en étant ouvert au feedback et donc en la faisant évoluer en fonction de ce qu'on entend. Donc je pense la vision des fondateurs. Deuxièmement, les feedbacks qu'on va pouvoir obtenir en direct. Je pense que c'est important de demander conseil, de demander son avis aussi à toutes les personnes qu'on va pouvoir croiser. Et puis ensuite, il y a les feedbacks qui sont, je dirais, eux, parfaitement formalisés et même impersonnels puisqu'il s'agit des analytics, c'est-à-dire de tous les capteurs qu'on va pouvoir intégrer dans l'expérience pour les analyser grâce à différents outils, par exemple Mixpanel ou Follow Analytics, qui sont les 2 outils de référence dans le domaine des applications, qui nous permettent de savoir
ou un utilisateur à cliquer. Et donc, sur des volumes de données importants, on peut en tirer des conclusions utiles. Sur le design, je pense que là aussi, il y a un enjeu important. On croule sous les applications. À la fois, effectivement, il faut que l'application soit pertinente, mais il faut qu'elle donne envie. Là aussi, il y a un gros travail à faire. Absolument. Alors, en particulier dans le cas d'un business B2C, je pense que le design, donc, je utilisais des acronymes américains, mais c'est vrai qu'ils sont légion dans le domaine du digital. UX, UI, donc User Experience, User Interface. Le design, finalement, va être ce qui va réconcilier le besoin d'expérience et l'univers de la marque. Donc, je pense qu'il est fondamental, dans la création d'une boîte B2C, de penser la marque comme ce qui est la relation entre les utilisateurs et l'entreprise. Et effectivement, le design, je pense que c'est fondamental et ça doit s'exprimer de manière subtile, mais ça doit être présent partout. Je pense que, en tout cas chez BIM, si je peux vous parler de ce que je connais mieux. Bien sûr, pour voir un petit peu quel a été le fil conducteur de votre design, quelles sont les valeurs derrière le design de BIM. Alors, effectivement, dans la marque, on a l'identité visuelle, qu'on peut appeler justement design, qui va s'exprimer par l'expérience utilisateur de l'application, mais aussi par les différents contenus qu'on va produire, qu'il s'agisse de nos réseaux sociaux, qu'il s'agisse de notre magazine, de notre site web, de tous les éléments visuels finalement qui émanent de BIM. Tous passent par les mains de notre directeur artistique qui les valide. Voilà, qui les valide et qui apporte la touche BIM. Donc même si le logo n'est pas présent, le but, c'est que ce soit tout de suite reconnaissable. Et on peut la caractériser, cette touche-là, en 2 mots. Qu'est-ce qui fait cet univers, ce design BIM? Ou c'est plus complexe que ça et en quelques minutes qui nous restent, on ne pourra pas donner tout le cahier des charges? En fait, je pense que justement, ce qui fait la qualité d'un univers de marque, c'est qu'il est inqualifiable. En revanche, c'est de l'ordre de la perception. C'est-à-dire qu'on se sent chez BIM, entre guillemets, sans savoir dire pourquoi. Donc voilà, je pourrais juste vous dire ces mots-là, mais derrière, il y a les valeurs qui s'expriment. Et les valeurs, et celles-ci, sont caractérisables. En ce qui nous concerne, il s'agit vraiment de la curiosité, de l'ouverture sur le monde et de l'ouverture d'esprit en général. Puisque BIM a pour vision de connecter les gens avec des expériences gastronomiques uniques et ce faisant, de les connecter entre eux. Voilà. Et là aussi, on peut rappeler, parce que quelqu'un qui se lance dans le business, ça lui paraît peut-être un peu flou, ces termes des valeurs n'est pas important, mais c'est vrai qu'on peut rappeler qu'avoir des valeurs, les rédiger et s'y tenir, ça permet d'être fidèle et justement de rester dans la lignée de la marque et de ce qu'on a voulu faire et d'avoir donc une reconnaissance plus simple, plus facile. Oui. Absolument. Je pense qu'il y a un théoricien des valeurs qu'il faut absolument regarder, et en particulier l'un de ses TED. Il s'agit de Simon Sinek. Donc c'est une vidéo TED sur le Golden Circle, voilà, et qui explique que finalement, people don't buy what you do, they buy why you do it. Donc c'est finalement ce qui fait que si 2 acteurs se lancent sur le même marché au même moment, on va finalement aller du côté de celui qui va vous emmener dans un univers et vous communiquer des valeurs qui vous parlent. Et qui restera sincère aux valeurs qu'il a commencé à développer. Et pour terminer, vraiment, si on devait résumer les 2 ou 3 conseils que vous pourriez donner à quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat via la création d'une application. Premièrement, se lancer rapidement, se confronter à son marché rapidement. Deuxièmement, avoir une vision claire, mais écouter les feedbacks et donc trouver un compromis finalement pour aller au bout de l'aventure, mais en même temps changer de trajectoire quand c'est nécessaire. Et puis troisièmement, bien s'entourer. Bien s'entourer, que ce soit de ses associés, de son équipe, de ses investisseurs, de ses partenaires. Je pense qu'une aventure, une belle aventure ne s'écrit jamais seule. Et vos propos sont précieux parce que l'application BIM va bientôt franchir ou a franchi ses 100 000 téléchargements. Utilisateur actif. Utilisateur actif. C'est encore différent des téléchargements, mais effectivement, c'est un palier important pour nous. Donc nous sommes fiers et je passe un mot de remerciement à nos bientôt 100 000 utilisateurs actifs. Bravo, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour ceux qui veulent devenir des utilisateurs actifs, vous téléchargez l'application sur www.bimapp.io et vous êtes sur toute forme de smartphone. C'est ça, BIM sur l'App Store comme sur le Play Store.
Pour revoir cette émission, c'est www.demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagnent. Au revoir.